On a quelquefois semé la zizanie. Je me souviens d'une autre fois où toi, tu avais semé la zizanie. C'est quand tu avais amené le moteur du vent et qu'on mettait en route et que ça avait arrêté le périphérique. On reprend la question. Nous, on redit la question. Ah ouais, Alors moi, je m'appelle Baptiste Nicolosi. Je suis donc le fils, un des 3 enfants de Marc Nicolosi. Voilà. Donc je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et moi, je suis Sébastien Benoît-Latour et je suis le neveu de Brigitte Benoît-Latour qui avait fait partie des membres fondateurs de Rétromobile. Moi, en tant qu'adulte, oui, j'ai un rapport avec Rétromobile parce que je suis exposant aujourd'hui. Donc c'est mon métier de travailler dans les voitures de collection et dans l'art lié à l'automobile. Il y a ce côté-là, professionnel, et puis il y a aussi le côté associatif, parce que Rétromobile, ça a toujours été très lié avec le club Bugatti, et le club Bugatti est toujours présent, et aujourd'hui c'est Seb le président du club. Voilà. Ouais, alors ça c'est assez récent effectivement, donc maintenant j'ai une implication qui est encore plus grande, puisque je dois, avec tout le conseil du club, dont fait partie Baptiste, on doit nous occuper du stand, etc. Donc là, c'est beaucoup plus prenant. Mais l'âme de Rétromobile, c'est les associations, sont les clubs, les pièces, et finalement tout ce qu'il y a autour. Et c'est ça qui m'a un peu construit aussi dans cette passion de l'automobile ancienne. Parce qu'il y a des gens fantastiques, hyper drôles, qui ne se prennent pas au sérieux, qui font rouler n'importe quoi. Ça a passé les frontières. Rétromobile est devenu connu même à l'étranger, puisque au début, je pense que Black Hawk, ça doit être des années 90, 91, on a fait venir une collection américaine. Et là, le côté international de Rétromobile a commencé vraiment, puisque les Américains sont venus à Rétromobile. Et d'ailleurs, c'était Don Williams qui amenait des voitures qu'on ne voyait pas en Europe. Une année, il nous avait amené 2 Duesenberg, un prototype Buick, enfin des choses extraordinaires. Il avait monté un musée très important et lui, il a été fédérateur, il en a parlé. Il a dit, moi, je vais à Rétromobile, il en a parlé à droite, à gauche, et puis ça a fait boule de neige. Et il y a une autre chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'on avait la chance d'être à Paris. Et Paris, ça fait rêver. Donc Ouais. tous les Américains, les Anglais et tous les gens du monde entier, en fait, ils viennent à Rétromobile à Paris. Pareil, oui. Et ça fait une grosse différence. C'est ça qui fait rêver. Et franchement, c'est incomparable. Moi, dans tous les salons que j'ai fait en tant qu'exposant, peut-être aussi ça parce que c'est mon père qui a créé, mais c'est sans comparaison en termes d'efficacité et de vente et de gens que tu rencontres, quoi. Ça n'a pas son pareil. Les États-Unis ont été une grosse clientèle pour nous. Aussi bien pour les marchands, puisque les marchands ils venaient acheter, puisqu'il y avait pas mal de collectionneurs qui avaient des voitures françaises, et à Rétromobile, ils trouvaient chez certains marchands des pièces qui leur manquaient, qu'ils ne trouvaient pas aux États-Unis, qu'on trouvait ici. Don Williams, alors on lui offrait le terrain, mais c'est lui qui payait toute l'infrastructure. C'est lui qui payait les trajets, l'assurance, et je peux vous dire que ça coûtait très cher. Et un jour, d'ailleurs, on avait posé avec Marc la question à Don Williams, on lui dit, mais Don, quel est l'intérêt pour toi de dépenser autant d'argent, on n'aurait pas dû dire ça, mais de dépenser, il dit, c'est facile. Moi ici, je viens, à l'époque, Rétromobile durait 10 jours. En 10 jours, je rencontre plus de monde à Rétromobile que si je devais voyager toute l'année. Donc il me dit, je rentabilise mon coût à Rétromobile. Et il nous a même cité un exemple, il nous a dit quelquefois, je rencontre des gens qui sont à 10 km de Darmville où j'habite et qui ne viennent pas me voir mais que je vois à Rétromobile. Donc ce qui est d'ailleurs, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le but d'un salon, c'est de faire rencontrer les gens. La première fois sur mes premières visites dans les années 80, il n'était pas rare de croiser dans le métro des gens avec un pare-choc sous le bras, avec un pneu autour du cou, ce qui pourrait paraître surprenant aujourd'hui, ou une plaque émaillée. Et finalement, les gens se retrouvaient parler de leurs achats sans forcément se connaître. C'est ce qui se fait aussi dans l'enceinte du salon. C'est un salon qui, pour moi, est un salon d'ouverture et vers les nouvelles générations, et qui a un brassage de générations qui est très intéressant, de collectionneurs. Les ventes aux enchères ont drainé des gros acheteurs
des acheteurs très importants. En fait, tout le monde s'y est retrouvé. Qui ne seraient jamais venus à Rétromobile, comme dit François. Tout le monde ne serait jamais fait le déplacement, mais d'un seul coup. En plus, ils se retrouvent ensemble. Et puis, de temps en temps, n'achetez rien à la vente. Par contre, allez acheter chez un négociant qui était raison. Ah, mais vous avez cette voiture-là, j'étais pas au courant, elle m'intéresse. Ou même des pièces. Ces gros marchands achetaient des pièces même à Rétromobile. Ils ne seraient jamais venus sans la vente aux enchères. Et les ventes aux enchères ont fait connaître également Rétromobile, puisque ça a aussi amené de la presse, ça a amené parce qu'eux, ils avaient un service de communication envers des listings de vendeurs et d'acheteurs que nous n'avions pas forcément, parce que pour être tout à fait franc, nous, on n'avait aucun listing, on ne s'intéressait pas du tout à ça. Au niveau com, on était très, très, très mauvais. Première vente aux enchères, il y a eu lieu, je crois, il faudrait retrouver la date exacte, mais je ne l'ai pas, c'est début d'année 90 ou milieu 90, et c'est un garçon qui s'appelle Christian Philipsen, qui travaillait à l'époque pour Christie's, et qui nous avait dit, moi, j'organiserais bien une vente aux enchères d'automobiles à Rétromobile. Alors à l'époque, on se disait, ça rentre quand même un petit peu en conflit avec nos exposants qui, eux, vendent des voitures, mais bon, pourquoi pas. Donc la première vente a eu lieu, on était dans le 2-1 et elle avait lieu dans le haut, là, je crois que c'était ou dans le 3 ou dans le 2-2, enfin au-dessus, en tout cas, elle n'était pas dans le salon, elle était à côté de la vente. Et la vente a bien marché, et Christie's a refait d'ailleurs deux années de suite. Et puis après, ça a changé de maison. Après, il y a eu Bonhams, et puis après, on a eu Arcurial pendant de nombreuses années. Et en fait, ce marché des ventes aux enchères, il était en concurrence avec nos exposants, oui et non. C'est-à-dire qu'il a amené aussi une autre partie de clientèle qui ne serait peut-être pas venue à Rétromobile et qui est venue parce qu'il y avait de la vente aux enchères. Donc il y avait, si vous voulez, ça a permis de faire un peu des vases communicants de clientèle. Et on a eu une période extraordinaire, ça a été la période rétronautique où on a amené des bateaux, on a amené les plus beaux bateaux du monde. On a eu les plus beaux bateaux du monde. Ça n'a pas été la chose la plus rentable, mais c'était une extraordinaire. Ouais. On a eu notamment le Baby Bootlegger ou des bateaux qui étaient mus par des moteurs Farman, des moteurs Hispano, des moteurs Ferrari, des bateaux en bois, en acajou, c'était superbe. Mais ça aussi, c'est une logistique très compliquée parce qu'il n'y a rien qui roule, c'est le grutage, c'est les berres, tout est compliqué. Ça, on l'a fait 5 ans. Mais on a eu une très belle couverture médiatique grâce à ça, et c'était vraiment très très beau, et ça se mariait bien, si vous voulez. Ce sont deux choses qui étaient assez complémentaires. Ils ont parlé de Rétromobile Cannes. Parce qu'il y a eu Rétronautique, mais il y a eu, je crois, 2 éditions, il me semble, à Cannes, où c'était hyper rigolo. On avait... François pourra vous en parler mieux que tout, mais à Rétromobile Cannes, il y avait des gymkhana qui étaient organisés sur la croisette, tout c'était complètement en extérieur, c'était super. Ça, je crois que ça a eu lieu que 2 fois, ça. Voilà, j'avais 18 ans, peut-être même pas 16 ans. Je me souviens d'une autre fois où toi tu avais semé la zizanie, c'est quand tu avais amené le moteur du vent et qu'on mettait en route et que ça avait arrêté le périphérique tellement la fumée avait envahi le périphérique quand on le mettait en route. Et ça, ouais, le plus gros moteur qu'on puisse transporter sur un camion. Donc c'était un moteur industriel, il faisait 36 tonnes. Un 9 cylindres en ligne qui servait de groupe électrogène à l'hippodrome de Saint-Cloud. Et quand ils ont fait des travaux, il était obsolète, ils voulaient le casser. Et moi j'ai des amis qui sont collectionneurs de moteurs statiques, j'ai dit écoutez, déjà j'ai un moteur pour vous. Je vous donne le tuyau et tout, mais je veux simplement l'amener à Rétromobile l'année prochaine. Ils habitent Toulouse, ils sont venus, ils ont démonté le moteur en petits bouts. Mais je sais pas, le vilebrequin simplement, il faisait combien? 12 tonnes. Un truc monstrueux, quoi. C'était, mais je sais pas, en montée, il faisait, c'est pas dire, une remorque de semi-remorque, ça fait 10-12 mètres. Ouais, 10-12 mètres sur... En hauteur, il faisait... il faisait bien 4 mètres 5. Presque 2 étages, oui, ouais. 2 étages. Il fait des escaliers pour monter en haut du moteur. On a réussi à le ramener à Rétromobile et avant de le mettre en route, il me dit pour qu'il pèse moins lourd, il ne l'avait pas rempli de liquide de refroidissement. Il me dit t'as du liquide de refroidissement? Je dis ouais, combien il en faut? Il me dit 4000 litres. Je dis oh là. Et à l'époque, on avait Motul en sponsor. Et non, c'était pas Romain qui s'en occupait à l'époque, mais et il m'a dit c'était un certain Thierry, je sais plus quoi, qui est toujours chez Motul d'ailleurs. Et il m'a dit pas de problème, je t'apporte 4000 litres de liquide de refroidissement. Sauf qu'ils sont arrivés dans des petits tonneaux, il a mis une pompe Japy, il me dit bah toi, moi j'étais là. Oh là, on va mettre du temps les gars.
Et le jour où on l'a mis en route, alors il y avait un turbo, le turbo est arrivé à part parce qu'il ne passait pas sous les ponts, les ponts de l'autoroute. 1,5 tonne le turbo, je me souviens. Il a fallu une grue pour le monter, et le jour où on l'a mis en route le matin, à froid, après j'ai dit mais l'enfer existe. Le truc, le pot d'échappement, je sais pas, il devait faire 80 ou 1 mètre de diamètre. Il n'y avait pas d'écolo là. Ah non, et on met en route le truc, et là le matin, je me souviens, il était le long du 3. Le bâtiment 1 venait d'être refait, la façade blanche, huilée, noire, mais sur 30 mètres carrés. Et le panache de fumée est parti sur le périph', et c'est la brigade de surveillance du périphérique qui avait téléphoné, il me dit à la porte de Versailles, il y a le feu dans Veoul et tout, on arrête le périphérique et tout. Non, vous inquiétez pas, on met un moteur en haut. Et à l'époque, le directeur de sécurité de la porte de Versailles, il arrive, non Thierry, arrête tout. Et il y avait mon copain Jean-François, le professeur du moteur, il parlait, c'est un gars du sud-ouest. Thierry, qu'est-ce qu'il dit le monsieur? Il dit que tu mets tout à fond. D'accord. Et on l'a fait fonctionner tous les jours. Tous les jours. Les gens montaient dessus, c'était extraordinaire. Ouais, c'était fabuleux ça. Du vent, c'était bien. J'appelle la Transgare, une dame, et là je l'ai au téléphone, je dis écoutez monsieur Farr, ça fait 35 ans que je fais ça, c'est la première fois que je perds un conteneur. J'ai dit mais il peut être où? N'importe où dans le monde.